Bonjour à tous, je suis Pierre du Ciné-Club La Grotte Chaude et aujourd'hui on va parler de The Crow. Alors que le reboot débarque, il est temps de jeter un œil aux différentes œuvres qui ont tenté de faire suite au long métrage culte d'Alex Proyas et surtout d'essayer de définir lesquelles sont les meilleures et lesquelles sont complètement à côté de la plaque. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai mon avis sur le reboot et on verra ce que ça vaut. Mais petit spoiler, c'est vraiment de la Avant de démarrer, je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer mon rapport un petit peu particulier à The Crow. Quand le premier film est sorti, j'avais 9 ans et c'était une période compliquée pour moi. Mes parents étaient en plein divorce, je le vivais pas très bien et je m'évadais dans le cinéma, les comics et les jeux vidéo. Je venais de découvrir le magazine Mad Movies, j'y avais lu plein d'articles sur The Crow et il fallait absolument que je voie ce film. J'ai saoulé mon père et il a accepté de m'emmener au ciné. Problème, le film était interdit aux moins de 12 ans et j'étais très loin d'avoir cet âge. À cette époque, les bornes n'existaient pas, fallait acheter son billet au guichet. Et les employés des cinémas faisaient vachement gaffe à l'âge des spectateurs. Mon père a donc menti à la caissière, on a eu les places et j'ai enfin pu voir le film. Pour moi, The Crow, ça a été une vraie claque. J'étais déjà fan des Batman de Tim Burton, mais là, je découvrais un super-héros encore plus sombre, une ambiance encore plus gothique et des séquences incroyables. Mon père a beaucoup moins aimé. Quand on est sorti de la salle, il s'en voulait de m'avoir emmené voir ce film. Il m'a dit que c'était pas normal que j'aime des choses aussi sombres et glauques et que lui, à mon âge, il regardait Blanche-Neige, pas des films avec des héros qui tuent tout le monde de manière extrêmement violente. Et pendant des années, j'étais convaincu que mon père, il avait pas compris, qu'il était un peu en décalage avec notre époque. Et il faut dire que mon père, il était né en 1935, et c'est sûr que le monde dans lequel il a grandi, il était très différent de celui des années 90. Mais j'ai revu The Crow il y a quelques années, et là, j'ai compris. On est quand même sur une histoire qui commence par un double homicide, et puis on est dans un monde peuplé de junkies, où le crime est absolument partout. Alors ouais, maintenant je comprends pourquoi en sortant de la salle avec son gamin de 9 ans, mon père s'est dit qu'il avait peut-être fait une erreur. Mais toujours est-il qu'après ça, c'était foutu. Je me suis mis à dévorer tous les films d'horreur que je pouvais me procurer. Je programmais le magnétoscope pour les enregistrer quand ils passaient au milieu de la nuit sur Canal+, et découvrir Evil Dead, Le Jour des Morts Vivants et L'Enfer des Zombies, ça m'a convaincu que le cinéma, c'était pour moi le meilleur échappatoire aux horreurs de la vraie vie. Bref, tout ça pour vous dire que sans le premier The Crow, je serais peut-être pas là aujourd'hui à vous parler de films bizarres sur YouTube. Donc c'est pas rien pour moi. Quand le deuxième film est sorti en France, 3 ans plus tard, je l'ai loupé au ciné et j'ai dû attendre la sortie en vidéoclub. J'ai copié la VHS et je l'ai beaucoup regardé. C'est un film mal aimé, mais moi, je l'aime beaucoup. The Crow, la cité des anges. The Crow, la Cité des Anges, a la bonne idée de ne pas essayer de reprendre le personnage d'Eric Draven pour le faire jouer par quelqu'un d'autre, ce qui aurait probablement été assez horrible si peu de temps après la mort de Brandon Lee. Mais ce parti pris scénaristique, pour moi, c'est pas son seul point positif. Déjà, c'est le seul opus de la saga qui est à peu près une vraie suite de l'original, puisqu'on y retrouve Sarah, la petite fille du premier film, qui est désormais devenue grande et qui a maintenant des dons de voyance. On est dans un futur proche, dans un monde encore plus gangréné par le crime que dans le premier film. Cette fois-ci, c'est pas un couple qui se fait tuer dans d'horribles circonstances, mais un père et son fils. Le film est écrit par David S. Goyer, qui signera peu de temps après les scripts de Dark City et Blade, et qui est un mordu de comics. Et je trouve qu'on a effectivement bien l'ambiance des comics de James O'Barr dans ce film. Derrière la caméra, on a Tim Pope qui n'avait alors réalisé que des clips et des courts-métrages, et son expérience sur ce The Crow 2 va tellement mal se passer que ce sera son premier et dernier long-métrage. Parce qu'à la base, l'idée était que cette suite ressemble le moins possible au premier film, par respect pour la mémoire de Brandon Lee. Really, the mandate for this film was make it the same but different. Nobody wants them to retread or just, bigger explosions just aren't gonna do it, There has to be something fresh brought to the story. It has to expand in some way. Otherwise there's no reason to continue it. When I went online with all the fans of the first movie, the thing that everybody said was, well, it can't be Eric Draven, it can't be Eric Draven. As long as it's not Eric Draven, we'll watch a new story. And once I assured them that it wasn't Eric Draven, then they were all interested. Pope a donc tourné son film avec cette idée en tête, mais quand les gens de Miramax ont découvert son montage, qui faisait alors presque 3 heures, ils ont décidé de remonter le film sans avoir l'accord de Tim Pope. De 160 minutes, on passe à 86, et les producteurs font finalement l'inverse de ce qui était prévu. Leur montage est conçu pour ressembler le plus possible au film d'Alex Proyas, et ils ont même fait tourner une nouvelle version du combat final pour qu'il ressemble le plus possible à celui du premier.
La version de The Crow, la Cité des Anges qu'on a découvert à l'époque est donc forcément bâtarde puisqu'elle ne correspond pas du tout à ce que son scénariste et son réalisateur avaient en tête. L'histoire est la suivante. Los Angeles est devenue une sorte d'annexe de l'enfer et la ville est aux mains d'un dangereux criminel, un certain Judah Earl. Le bras droit de celui-ci, Curve, assassine un homme dénommé Ash Corven et son petit garçon. Comme Eric Draven, Ash est ramené d'entre les morts par un corbeau pour se venger. Aidé par Sarah, la version adulte de la petite fille du premier film, Ash exécutera les uns après les autres les hommes de main de Judas. Alors déjà, pour moi, côté casting, c'est un sans faute. Je trouve que Vincent Perez s'en sort très bien dans le rôle du vengeur mort-vivant et que les flashbacks où on le découvre en papa attentionné fonctionnent plutôt bien. Mia Kirshner est très bien dans le rôle de cette Sarah New Age et les méchants sont bien flippants et malsains. On a un Iggy Pop déjanté, un Richard Brooks inquiétant en grand méchant et Chui Kang, ex-force jaune des Power Rangers, est envoûtante dans le rôle de Kali, sorte de conseillère en occultisme de Judah Earl. L'ambiance visuelle est aussi très soignée. Comme c'était prévu, elle est très éloignée de celle du premier film. Si les ruelles du premier The Crow faisaient un peu penser à celles de Gotham City, ici on est dans une atmosphère jaunâtre, craspec, bien glauque et vaporeuse, et on a vraiment l'impression que cet univers est gangréné par le vice. Alors ouais, c'est pas aussi impactant que le premier film, mais c'est tout simplement parce que c'est une suite. Quand on regarde les critiques sur internet, la plupart des gens disent que La Cité des Anges n'est pas bon parce qu'il ressemble trop ou pas assez au premier film, et puis que Vincent Perez serait, selon eux, moins talentueux que Brandon Lee. Alors bon, si l'histoire est un peu la même que celle du premier film, bah c'est normal, même dans les comics, la plupart des suites de The Crow qui sont sorties sont toujours plus ou moins similaires. Quelqu'un se fait tuer dans des circonstances horribles et un corbeau le ramène à la vie pour qu'il ou elle puisse se venger. Parce que c'est ça le concept de The Crow, tout simplement. Forcément, ça va ressembler au premier film. Mais bon, faut pas oublier que nous n'avons pas vu la version qui était prévue au départ, celle qui devait s'éloigner le plus possible du film de Proyas. Et je trouve que malgré les carabistouilles de Miramax, La Cité des Anges s'éloigne suffisamment de son prédécesseur pour être apprécié en tant qu'œuvre. C'est pas un simple copier-coller, on sent qu'il a sa propre identité en tant que film. C'est une histoire similaire, racontée différemment, mais je trouve que c'est fait avec pas mal de talent et que c'est très intéressant visuellement. Alors ok, c'est peut-être subjectif et on peut être allergique au jeu de Vincent Perez ou à l'esthétique de cette suite. Mais quand on regarde les deux films qui ont suivi, on est forcé de constater que c'est la seule suite de The Crow qui a été aussi travaillée que le premier. Je lui donne la note de 4 corbeaux sur 5. Comme La Cité des Anges n'a pas aussi bien fonctionné que le premier film, Miramax a fait vachement moins d'efforts avec ce troisième opus. The Crow Salvation sort directement en vidéo aux États-Unis en 2000 et clairement, même s'il est sorti au ciné en France et dans quelques pays européens, il a vraiment une tronche de téléfilm. Je me souviens qu'à sa sortie, les gens critiquaient le fait que le héros n'avait pas les cheveux longs, mais franchement, qu'est-ce que ça peut faire? Le film, il a d'autres problèmes. J'aime pas vraiment Salvation, mais je trouve quand même pas que ce soit une totale cata. Pour moi, c'est une suite inutile, un produit qui manque de style et d'audace, mais je pense qu'entre d'autres mains, ça aurait pu être un nouveau film culte. Je m'explique. À la base, il y avait de quoi faire quelque chose de bien plus original. Parce que le scénario est basé sur un bouquin très cool de Poppy Z. Bride qui a également signé le très chouette Âme perdue. Et dans son roman, l'histoire est bien différente de ce qu'on verra finalement à l'écran. Dans le livre, le héros se nomme Jared Poe. Il est ramené à la vie par un corbeau pour venger le meurtre de son compagnon, tué par un tueur en série qui s'en prend aux communautés gays et transgenres de la Nouvelle-Orléans. Jared sera injustement accusé du meurtre et mourra en prison, tué par un autre détenu, avant de revenir d'entre les morts pour faire éclater la justice. L'atmosphère du bouquin est tout aussi gothique que celle du premier film, et il y a beaucoup de passages qui décrivent des scènes extrêmement violentes. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans le livre, c'est que les personnages secondaires sont presque aussi importants que le héros. La majorité sont queer et leurs histoires personnelles servent à faire une sorte d'état des lieux de l'homophobie. On a par exemple une policière mourante qui n'est pas secourue par ses collègues juste parce qu'elle est lesbienne, ou encore l'histoire d'un jeune homme qui fait son coming out, mais qui est renié par ses parents et se retrouve contraint à se prostituer pour pouvoir survivre. Au-delà d'une simple aventure située dans l'univers de The Crow, le roman Le Cœur de Lazarus est un vrai cri du cœur qui dénonce la persécution et la haine des homosexuels et globalement des personnes transgenres de la Nouvelle-Orléans au milieu des années 90. J'ai beaucoup aimé ce bouquin. Il est sombre, mélancolique et palpitant de bout en bout. Mais rien de ce que j'ai apprécié dans le livre n'a survécu dans le script de The Crow Salvation signé par Chip Johannesson. L'aspect queer du roman a tout simplement été effacé. Notre héros s'appelle maintenant Alex Corvis, il est hétéro, il ressuscite pour venger la mort de sa copine,
et il n'est plus question d'un tueur en série. Presque toutes les bonnes idées du livre ont disparu, à l'exception du fait que cette fois-ci, notre vengeur ne sait pas qui est le responsable de la mort de l'être aimé. Le film se déroule donc davantage comme un whodunit plutôt que comme un thriller de vengeance, avec, au cœur de l'intrigue, une enquête sur une police corrompue. Et ça aurait pu être intéressant, mais malheureusement, cet angle est rapidement abandonné pour mettre bout à bout des séquences pompées sur le premier The Crow en version cheap. Eric Mabius, il est généralement pas mauvais acteur, mais ici, il en fait un peu trop, et je crois que je sais pourquoi. Il s'avère qu'il avait auditionné pour jouer Eric Draven dans le film original, mais qu'il avait été jugé trop jeune à l'époque, et on sent que là, c'est sa revanche. Il veut tout donner, mais c'est clairement too much. Kirsten Dunst, qui joue la sœur de sa petite amie, ne livre pas non plus sa meilleure performance. Et à l'époque, je pense que personne n'aurait imaginé qu'elle aurait ensuite la carrière qu'elle a eue. Les effets spéciaux sont vraiment dégueulasses, principalement à base d'images de synthèse ratées et datées, et la réalisation de Bharat Nalouri est vraiment trop impersonnelle pour sauver l'ensemble. Bref, encore une fois, Miramax a saccagé ce qui aurait pu être un film au ton très particulier. C'est pas foncièrement nul, mais c'est vraiment sans saveur et oubliable. Je lui attribue la note de 2 corbeaux sur 5. En 2005, quand j'ai appris qu'il y avait une suite de The Crow réalisée par le metteur en scène de Six String Samurai, je me suis senti obligé de la regarder. Si vous n'avez pas la ref, Six String Samurai, c'est un film post-apocalyptique fauché où un musicien samouraï qui ressemble à Buddy Holly traverse les États désunis pour reconquérir le trône d'Elvis, devenu dans ce monde dystopique le roi des États-Unis, et le King vient tout juste de mourir. Le héros y est poursuivi par la mort en personne qui veut l'empêcher de réussir sa mission. Bref, c'est fun, divertissant, et c'est surtout réalisé avec 3 fois rien, et pour moi, c'est un film culte. J'avais loué Six String Samurai chez Vidéo Future quand il était sorti à la location en France, et j'avais adoré. Mais aucune date de sortie en France n'était annoncée pour The Crow Wicked Prayer. Alors j'ai attendu quelques mois, puis j'ai fait ce que je faisais à l'époque, j'ai utilisé le logiciel Emule pour en télécharger un DVD RIP en VO, sans sous-titres. Alors, certes, j'avais pas payé, mais c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. D'abord, c'est la seule suite de The Crow qui est à la fois écrite et réalisée par une seule et même personne, Lance Mungia. Lance Mungia a écrit le script avec Jeff Most, le producteur de la série The Crow, puis il y a eu une réécriture par Sean Wood, qui a bossé sur des films comme Halloween Résurrection et Cube 2 Hypercube. Et en plus, ce scénario, donc, qui est déjà très travaillé, écrit par plein de gens, il serait vaguement inspiré par un roman dérivé de The Crow, mais je peux pas vraiment vous en parler parce que contrairement à celui sur lequel était supposé être basé Salvation, je l'ai pas lu. Bref, ce à quoi je m'attendais pas, c'est que le film ressemble parfois à un western, un peu à l'image du The Crow 2037 que devait réaliser Rob Zombie et dont je vous ai parlé récemment dans ma vidéo sur The Crow Lazarus, le projet abandonné avec Eminem et DMX. Alors, je pense que le film de Rob Zombie aurait sans doute été plus stylé que Wicked Prayer, mais le film de Lance Mungia nous propose quand même un méchant prêtre sataniste redneck avec sa bande baptisée d'après les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ah, et puis on a Danny Trejo qui joue un chef de conseil tribal / prédicateur chrétien, et oui, ça part dans tous les sens. Le film se déroule dans la ville minière polluée de Lake Havasu, située sur la réserve aztèque Raven. La tribu s'apprête à fermer la mine toxique pour ouvrir un casino. Donc, comme dans les 3 premiers films, on est dans une ville au bord du chaos, sauf qu'ici, elle est à la cambrousse. Ensuite, on voit 3 ouvriers différents qui sont apparemment des agents dormants prêts à passer à l'action. Ils sont donc présentés avec des cartons d'introduction en freeze frame qui nous indiquent leur nom et leur motivation. Par exemple, on a War, qui est joué par Marcus Chong, qu'on a vu dans Matrix, qui a perdu 3 frères. On a également Famine, qui a été rejeté par sa tribu parce qu'il est métis. Et puis, on a Pestilence, qui a un cancer à cause de la mine, et du coup, ils sont tous vraiment énervés et ils veulent tout détruire. Pendant ce temps, près d'une église, on a des prisonniers qui effectuent des travaux forcés sur la route. Et à côté, on a une sniper, Lola, qui vise les flics depuis le clocher. Lorsque la manifestation de la mine tourne à l'émeute, elle tire sur les menottes d'un prisonnier, joué par David Boreanaz, la star de Buffy. Il joue ici un certain Luke Crash, alias Death, et il se révèle être le chef de cette bande. Ou plutôt, comme l'indique le carton qu'il présente, le gourou de la secte sataniste.
Ça, au départ, ça a piqué ma curiosité. Ensuite, on rencontre notre protagoniste principal, Jimmy Cuervo, joué par Edward Furlong, le gamin de Terminator 2 et de American History X. Un personnage dont le nom signifie littéralement corbeau en espagnol et qui vit dans une caravane rouillée remplie de plumes de poulet, de bouteilles vides et de scorpions vivants. Et bien qu'Edward Furlong soit vachement plus jeune que David Boreanaz, genre il a presque 10 ans de moins que lui, et ben on apprend que Jimmy et Luke ont grandi ensemble, mais qu'ils se sont brouillés. Jimmy n'est pas un criminel comme Luke, mais toute la ville le traite comme une merde parce qu'il a tué un type accidentellement après une bagarre au bal de promo. Mais Jimmy l'a fait avec de bonnes intentions, il voulait empêcher une agression sur une jeune femme. Il a fait de la tôle, mais il est désormais en liberté conditionnelle et justement, celle-ci prend fin ce soir à minuit. Pour fêter ça, il a décidé de se tirer de ce trou paumé avec sa copine Lily, une fille d'origine amérindienne, qui a accepté de s'enfuir avec lui. Là où ça devient intéressant pour une suite de The Crow, c'est que pour la première fois, on a un personnage principal radicalement différent. Eric Draven collait à l'esthétique gothique urbaine de The Crow avec sa bande-son plutôt sombre. Jimmy Cuervo, lui, évolue dans un univers façon désert poussiéreux, avec une bande-son essentiellement composée de guitares et de flûtes. Il ne ressemble vraiment pas du tout à Eric Draven, et il a pas du tout le côté sombre qu'avaient les héros des 3 autres films. C'est plutôt un mec qu'on croirait tout droit sorti d'un épisode de l'émission Striptease, un type paumé qui se laisse vivre et qui se débrouille comme il peut pour survivre. Et ça, Edward Furlong le joue très bien. En revanche, c'est plus compliqué quand il doit jouer le corbeau vengeur, mais j'y reviendrai plus tard. Bref, malheureusement, la fuite de Jimmy Cuervo et de Lily va être interrompue puisque Death et sa bande les ont pris pour cible. Ils veulent accomplir un rituel satanique nécessitant de sacrifier une indienne aux yeux bleus qui a racheté le cœur d'un tueur par amour. C'est vachement spécifique, mais en fait ça désigne pile poil Lily. Et Jimmy et Lily se font alors massacrer. Lui se fait arracher le cœur, elle ses yeux, et leurs corps sont balancés dans un frigo qu'on jette dans un étang avant d'y foutre le feu. Lola obtient ce qu'elle appelle les yeux de chaman de Lily, mais elle va bientôt se retrouver hantée par ce que ses yeux lui montrent. Alors là, je fais une petite pause pour préciser que l'actrice qui joue Lily, c'est Emmanuelle Chriqui, qui est canadienne et qui n'est pas du tout d'origine amérindienne, mais marocaine. Elle n'a pas du tout les yeux bleus et elle ne porte pas de lentilles dans ce film. Donc les personnages n'arrêtent pas de parler de ses beaux yeux bleus, alors que, clairement, tout le monde voit bien qu'ils sont marrons. Sauf quand on a un gros plan sur ses yeux arrachés, qui là sont subitement devenus bleus. Bref, c'est un détail qui n'en est pas un et du coup, ça m'a agacé. Le sacrifice rituel est censé transformer Luke en Satan, mais tout ça reste très très flou. En gros, c'est oui, mais non. Le sacrifice n'a pas suffi et il a encore 2-3 trucs à faire avant de devenir l'antéchrist et du coup, il va tuer d'autres gens. Pendant ce temps, Jimmy sort du frigo dans lequel il a été jeté, se réveille et balance un grille-pain sur le corbeau qu'il a ressuscité. Quand il trouve le corps de Lily, il dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Alors que bon, en vrai, c'est pas sa faute, lui, il voulait juste la demander en mariage. Après, il essaie de se tirer une balle et comme ça marche pas, il découvre qu'il est immortel. Et pour une raison capillotractée, il décide qu'il doit se maquiller comme Eric Draven parce que il se souvient qu'il s'était maquillé un peu comme ça une fois avec sa copine et puis, sans raison, il décide qu'il a envie d'avoir l'air goth. Alors il se met des bandelettes noires sur les mains, un peu de rouge à lèvres, un collier et un long manteau en cuir. Maintenant, il ressemble à un The Crow classique et ça casse un peu le personnage. Je pense qu'ils auraient dû tenter autre chose. Parce qu'à partir de là, il devient juste une pâle copie d'Eric Draven en moins cool et puis surtout, on sent qu'Edward Furlong, il était pas très à l'aise avec cette facette de son personnage. Et c'est con parce que c'est quand même cette version qu'on va voir le plus. Je pense que c'est clairement une erreur de casting et c'est de loin la pire incarnation de The Crow que j'ai pu voir à l'écran. Il est nul à yèche pendant ses séquences d'action et le reste du temps, on dirait qu'il attend juste qu'on crie coupé pour qu'il aille se poser. Le reste du film, il est à l'image de sa transformation un peu nulle. On a des séquences d'action clichés, des mouvements de caméra ringards, un scénario qui sait pas vraiment où il va, et des personnages qui deviennent rapidement insupportables. Pourtant, sur le papier, ça aurait pu être très cool, parce que je pense que Lance Mungia avait de très bonnes intentions, et lors d'une interview qu'il a accordée aux médias Joe Blow, il a expliqué ce qu'il voulait faire. Je trouvais ça vraiment intéressant de prendre comme héros le type le plus improbable possible, un gars que tout le monde déteste, à part sa copine, et d'en faire le sauveur que cette ville attendait. Je trouve qu'Edward Furlong était parfait pour jouer ce rôle d'outsider. J'aimais aussi le fait que les méchants puissent avoir été des gens ordinaires à un moment donné, qu'ils aient choisi la voie qu'ils suivent pour des raisons qui leur semblent logiques, parce que je crois que personne ne se pense mauvais. Alors en effet, excellentes idées. Par contre, Lance a oublié de les mettre dans son film. Les méchants sont des caricatures et même si on voit comment il a essayé de leur donner de la profondeur, ça marche
pas du tout à l'écran. En fait, le film ressemble plus à une suite ratée ou à un préquel nul de Six String Samurai qu'à une suite de The Crow. Bref, il n'y a rien qui va, il n'y a quasiment rien à sauver dans Wicked Prayer, mais je vais vous surprendre, parce que je trouve que c'est peut-être la tentative la plus intéressante de faire une suite de The Crow au format long métrage. Alors certes, c'est un échec total, mais à l'époque, je l'avais trouvé pas si mal, justement parce qu'il proposait quelque chose de neuf. On a un héros qui n'en est pas vraiment un méchant qui veut devenir le diable en personne, un cadre très différent, mais bon, objectivement, après l'avoir revu 20 ans plus tard, il y a vraiment pas grand chose de bien dans ce film. Et comme il est toujours très difficile à trouver, à part si vous chopez le DVD en import, je pense que vous pouvez totalement vous en passer, surtout si vous avez du mal avec l'anglais, parce qu'à ma connaissance, il n'existe pas de version sous-titrée en français. Je le recommande uniquement aux fans hardcore de la saga ou aux amateurs de nanar, parce que sinon, c'est vraiment insupportable. Je lui donne 2 corbeaux sur 5 pour l'originalité, et je suis très généreux. Alors je pense que peu de gens s'en souviennent, mais il y a eu une série The Crow. Tous les fans l'ont dénigré, mais est-ce que c'était vraiment mérité? À l'époque, j'avais regardé 2-3 épisodes et j'avais détesté, mais je l'ai revu pour faire cette vidéo et j'ai mis de l'eau dans mon vin. Pour moi, The Crow Stairway to Heaven, c'est surtout une tentative intéressante de prolonger l'univers de The Crow, et c'est en quelque sorte la seule vraie suite du film original. Diffusée entre 1998 et 99, cette série fantastique, en une seule saison de 22 épisodes, reprend le personnage d'Eric Draven, interprété ici par Mark Dacascos, pour une nouvelle version de sa quête de justice et de rédemption. Et si la série n'a clairement pas l'impact visuel et gothique du film original de 1994, elle parvient néanmoins à développer de manière intéressante la mythologie de The Crow, avec quelques bonnes idées et, soyons francs, beaucoup de défauts. Cette version reprend à peu près l'histoire du premier film, du moins au début. Eric Draven est ressuscité 1 an après avoir été sauvagement assassiné avec sa fiancée, Shelly. Mais contrairement au film où Eric se concentrait exclusivement sur la vengeance et sur le fait de tuer ceux qui l'avaient tué, la série, elle élargit son champ d'action. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'après l'épisode pilote, qui reprend plus ou moins la trame du premier film, la série, elle en devient la suite. Qu'est-ce qui serait passé si Eric avait dû continuer à vivre après s'être vengé? Ici, Eric devient un héros qui défend des opprimés, utilisant ses pouvoirs surnaturels pour aider ceux qui en ont besoin. Ce changement, il rend le personnage un poil plus sympathique, il permet d'explorer de nouvelles facettes de l'histoire, mais il a aussi pour effet de dénaturer en partie l'essence même de The Crow. Notre personnage sombre et torturé, il devient ici une sorte de bon samaritain très classique, et ça a eu pour effet de décevoir les fans de la BD et du film original. Mais bon, aujourd'hui, avec le recul, je comprends. Les gars avaient 22 épisodes à faire, parce que c'était le format des séries à l'époque, et si Eric avait cherché à se venger pendant 880 minutes, ça aurait quand même été un petit peu répétitif. D'un point de vue narratif, la série s'efforce d'explorer les répercussions de la résurrection d'Eric et son existence entre la vie et la mort. Et elle introduit même des éléments surnaturels inédits à l'écran, comme le personnage du Skull Cowboy, un guide mystérieux interprété par Cady Mardison, qui a failli être dans le film d'Alex Proyas, mais a finalement été coupé au montage final. On peut le voir dans quelques scènes coupées qui traînent sur YouTube. On voit aussi apparaître Anna Foster, qui est la première incarnation féminine de The Crow, tous médias confondus, donc même dans les BD, il n'y en avait pas eu avant, et qui cherche à venger la mort de sa fille. Ces personnages, ils apportent une nouvelle dimension à l'histoire, et ils permettent surtout d'élargir l'univers, même si certains arcs narratifs sont clairement plus réussis que d'autres. Mais le principal atout de la série, c'est sans doute Mark Dacascos dans le rôle d'Eric Draven. Si Brandon Lee sera toujours irremplaçable, Dacascos réussit à s'approprier le personnage en y ajoutant son propre charme et une intensité physique indéniable. Ses talents en arts martiaux apportent une nouvelle dynamique aux scènes d'action, même si celles-ci sont parfois un peu limitées en termes de violence, puisqu'à l'époque, il était hors de question de montrer dans les séries des trucs aussi violents que ce qu'on a vu dans le film de 1994. Une autre idée qui est un petit peu intéressante, c'est la gestion du mythe de The Crow. Parce que, contrairement au film où Eric Draven reste constamment en mode vengeur masqué, la série lui permet de basculer entre son identité humaine et celle de The Crow. Alors oui, c'est un peu n'importe quoi, mais ça a le mérite d'ouvrir la porte à des intrigues plus variées où Eric peut interagir avec le monde des vivants
tout en cherchant à réparer les torts qui lui ont été faits. Mais bon, le gros point négatif de cet aspect de Stairway to Heaven, c'est que ça lui donne parfois des airs de simple série policière avec une touche surnaturelle et que ça fait aussi un peu penser à des séries comme Highlander. Et puis, visuellement, la série, elle accuse un petit peu le poids des années. Les effets spéciaux, ils étaient plutôt corrects à l'époque, mais aujourd'hui, ils sont complètement datés. Et c'est d'ailleurs le cas également du format vidéo en 4/3 qui paraît aujourd'hui complètement désuet. Bref, The Crow Stairway to Heaven, c'est une série qui est loin d'être parfaite, mais je trouve qu'elle mérite quand même le détour pour les fans de la franchise. Elle atteint pas du tout les sommets du film original et elle est très différente. Mais je vois mal comment, à l'époque, ça aurait été possible de faire une série The Crow avec des saisons de 22 épisodes qui soient tous aussi sombres que le film. La série, elle a quand même le mérite de traiter le personnage d'Eric Draven avec une perspective différente et puis surtout d'amener à l'écran des éléments de sa mythologie qu'on n'avait pas encore vus. Pour ceux qui sont prêts à accepter une version plus télévisuelle de The Crow, c'est une œuvre qui a quand même ses qualités, si on garde en tête les contraintes avec lesquelles ont dû jouer ceux qui l'ont réalisé à l'époque. Je lui attribue la note de 3 corbeaux sur 5 parce que je trouve que vu la difficulté de faire une série The Crow tout public, ils s'en sont quand même finalement vachement bien sortis. C'était pas génial, mais ils avaient des circonstances atténuantes, et puis surtout, ils ont fait preuve d'inventivité. Et on peut pas dire ça de tous les gens qui ont bossé sur la franchise, comme nous allons maintenant le voir avec le reboot de 2024. Le reboot 2024 de The Crow, il est réalisé par Rupert Sanders et il prétend tenter de raviver la magie gothique du film culte de 1994. Le marketing qui entoure le film affirme que le réalisateur, à qui on doit le live-action Ghost in the Shell et le film Blanche-Neige et le Chasseur, a voulu s'éloigner du style blockbuster pour adopter un ton plus indé, plus proche du comic book de James O'Barr que ses prédécesseurs. Oui, cette version, avec Bill Skarsgård dans le rôle d'Eric Draven, prétend insister sur l'obscurité et la violence de la bande dessinée originale, et Sanders nous promet un film qui se veut plus brut et surtout plus impactant émotionnellement. C'est vrai, c'est impactant. Moi, je l'ai vu il y a 2 mois et je suis encore traumatisé par ce reboot, et pas dans le bon sens du terme. Alors maintenant, je vais tout vous raconter, et il y aura des spoilers. Parce que, pour vous dire à quel point j'ai détesté ce film, je suis obligé de spoiler. Donc si, comme moi avant la Projo, vous avez encore une once d'espoir et que vous ne voulez rien savoir, vous pouvez quitter la vidéo maintenant et revenir après l'avoir vu. Et si vous êtes encore là, on y va. Salvation et Wicked Prayer, c'était raté. The Crow 2, moi j'aime bien, mais je comprends qu'on n'aime pas. La série, c'est pareil, c'est pas très bien, mais on sent que les gars qui l'ont fait ont fait ce qu'ils ont pu. Là, dans The Crow 2024, ils ont pris le mythe de The Crow et la légende d'Eric Draven, ils l'ont mis dans un shaker, ils ont ajouté des trucs à la mode et beaucoup de caca, ils ont secoué très très fort, et paf, ça fait des chocs à pic. Pas vraiment des chocs à pic, ça fait du caca. Bon, je vais commencer par les points positifs. Esthétiquement, c'est plutôt joli, et le côté sombre de la BD et du film original sont plutôt bien respectés. La BO, elle est plutôt cool, et Bill Skarsgård est plutôt bon, même si son Eric Draven n'a rien à voir avec ses 2 incarnations précédentes. Il fait ce qu'il peut avec la façon dont est écrit son personnage, et en soi, il s'en sort pas trop mal, et il est même plutôt impressionnant dans les scènes d'action. C'est pas du tout une erreur de casting. Et puis c'est tout ce que j'ai à dire de bien sur ce film. Maintenant, je vais le défoncer. Déjà, c'est long, genre ça dure 1h50, mais en ressenti, on a l'impression de mater un film qui dure 2h30. Pendant les 3 premiers quarts d'heure, on se demande si c'est bien un film The Crow. Ça commence par un flashback un peu inutile qui nous montre le jeune Eric qui tente de sauver un cheval pris dans des fils barbelés et qui se blesse les paumes des mains. Alors en soi, bon, c'est une référence directe à la BD de James O'Barr, mais c'est un peu lourdingue. Et surtout, ça servira que bien plus tard dans le film, lorsqu'à un moment, ces cicatrices dans les mains d'Eric vont se rouvrir. Je crois que c'est là pour illustrer le sentiment permanent de culpabilité de cette version du personnage et son côté torturé de base. Mais c'est clairement pas quelque chose d'indispensable. Ensuite, on se tape un long tunnel en mode prologue. Eric, il est pas musicien, mais il aime bien dessiner, donc c'est quand même un petit peu un artiste. Il est en cure de désintox dans un centre fermé qui ressemble à une prison, et c'est là qu'il va rencontrer Shelly. Cette version de Shelly est jouée par la chanteuse FKA Twins, et elle m'a rapidement agacé. On dirait
qu'elle pose en permanence pour un shooting photo et sa backstory est assez problématique car elle change complètement la nature de ce personnage. Parce que ici, Shelly n'est plus vraiment une innocente. Shelly est liée à une sorte d'organisation mystérieuse chapeautée par un certain Vincent Roeg, le méchant de notre histoire. Alors on comprendra jamais trop qui est Vincent. On nous montre qu'il a un super pouvoir, il peut chuchoter des trucs aux gens et après, ils deviennent ses pantins. Il est aussi précisé qu'il est plus ou moins immortel et qu'il vit depuis très longtemps, mais au final, ça servira strictement à rien et on ne nous expliquera pas si c'est un démon, un vampire ou juste un hypnotiseur fou. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'intéresse à des jeunes personnes qui ont un certain talent artistique et qu'il aime les corrompre. Et ce personnage n'est absolument pas dans la BD originale. Bref, Shelly serait en possession d'une vidéo compromettante pour Vincent et elle s'est retrouvée en désintox sur un malentendu, mais ça l'arrange parce que Vincent a déjà tué une amie à elle et entre les murs de ce centre, elle se croit en sécurité. Peu après avoir eu un crush sur Eric à la cantoche du centre, elle voit débarquer des gens qui sont liés à Vincent et qui la cherchent. Eric et elle s'évadent et pendant les 20 prochaines minutes, on va juste les voir profiter de la vie comme si personne n'était à leur trousse. C'est l'occasion pour Rupert Sanders de nous montrer des séquences inspirées des flashbacks romantiques du comic book original. On a notamment la scène de la baignoire et des moments au cours desquels Eric et Shelly dansent. Alors c'est mignon, mais ça ressemble plus à l'excellent film Queen and Slim qu'à The Crow, mais bien entendu en moins bien. On découvre ensuite que Shelly est une meurtrière, mais c'est pas sa faute, elle a été pilotée par Vincent, notre méchant hypnotiseur. Et c'est la vidéo du meurtre commis par Shelly que Vincent veut récupérer. Bref, Eric et Shelly se font rattraper et tuer, mais pas du tout comme dans le comic book ou dans le film original. Ici, c'est pas une bande de voyous qui agit par simple méchanceté. Eric et Shelly sont exécutés par des tueurs à gages qui font simplement leur boulot, et ils les tuent en les étouffant dans des sacs plastiques. Et cette séquence, pour moi, elle est totalement foirée. Pour essayer de rendre la scène hardcore, Sanders l'a fait durer très longtemps, mais ça marche pas et c'est vraiment pas très cinématographique. Et puis surtout, on est presque déçu que notre héros meure d'une façon aussi nulle. Donc là, je dirais qu'on est à peu près à 45 minutes de film et c'est là que ça devient vraiment The Crow. Et bon, ça va être dur. Déjà, Eric ne comprend pas tout de suite qu'il est un mort-vivant. Quand il se réveille, il tue un flic corrompu qui lui a tiré une balle, mais ça n'a pas l'air de le faire réaliser qu'il y a quelque chose qui cloche. Un peu plus tard, il va se jeter d'un pont, et c'est là qu'il se retrouve projeté dans un genre de purgatoire en CGI, avec des nuées de corbeaux, et un mec qui, je pense, est inspiré par le personnage du Skull Cowboy de la BD. Il est joué par le français Sami Bouajila, et il s'appelle Chronos. C'est une sorte de guide spirituel, d'entité surnaturelle qui a l'apparence d'un clodo et qui va expliquer à notre héros qu'il peut revenir d'entre les morts. Mais là, ça part en cacahuète. Parce que ce qu'explique Chronos, c'est que si Eric parvient à venger sa mort et celle de Shelly, ils pourront ressusciter tous les deux. Mais quoi ? L'essence de The Crow dans toutes les BD, dans tous les films et même au début de la série télé, c'est de se venger, mais de manière totalement désintéressé. C'est pas dans l'espoir de ressusciter que le corbeau tue. C'est pour que justice soit faite sur le principe de œil pour œil, dent pour dent. Là, pour moi, c'est vraiment de la trahison de l'œuvre originale. Surtout qu'en plus, j'ai l'impression que Chronos, c'est un escroc. Il a l'air mystérieux, on sait pas trop ce qu'il est, mais surtout, on va découvrir que son deal, il est foireux. Parce que, ok, Eric retourne dans le monde des vivants, il devient plus ou moins The Crow, et il est à peu près invincible. Il tue quelques responsables de sa mort et de celle de Shelly, mais à un moment, il se prend une rafale de fusil à pompe, il tombe dans une baignoire, et comme dans ce film, le contact de The Crow avec l'eau le propulse immédiatement au purgatoire, il se retrouve à nouveau nez à nez avec Chronos. Et là, Chronos lui explique qu'il est mort et qu'il a échoué. Mais comment ça en fait? Parce que jusqu'ici, dans toutes les adaptations, c'est seulement quand les méchants blessent le corbeau du héros qui perd son invincibilité. Mais bon, vu que le film ne nous montre quasiment jamais le corbeau qui est lié à notre héros, c'est vrai que ça aurait été compliqué. Mais de toute façon, là, ce qui se passe, ça n'a aucun sens. Bref, donc Chronos lui dit « Bon, t'as échoué, maintenant tu vas mourir pour de vrai. » Et Eric lui dit un truc du genre « Attends, si je ressuscite et que je fais tout bien, est-ce que on pourra ressusciter Shelly? Parce que moi, en fait, je m'en fous de mourir, mais voilà, ça me fait chier d'avoir raté. » Et du coup, là, Chronos, il lui dit « Bon, vas-y, ok, on fait comme ça. » Et tous les corbeaux du purgatoire se jettent sur Eric pour lui donner la puissance maximale de The Crow. Et là, ses blessures aux mains du début du film se rouvrent et il retourne dans le monde des vivants en mode surpuissant. Comme avant de tomber dans la baignoire, il était chez un pote tatoueur, il se maquille avec de l'encre noire pour tatouer, et comme son pote a un poster de film de samouraï et un katana,
bah il trouve ça cool et il prend le katana. Et alors, attention, là, ça part en John Wick. Eric va prendre d'assaut un théâtre dans lequel plusieurs membres de l'organisation de Vincent assistent à un opéra et il va se mettre à buter tout le monde. Donc, déjà, avant, il tuait pour revivre et c'était abusé. Mais maintenant, bah, il tue plein de mecs qui ont potentiellement rien à voir avec sa mort. Parce que dans ce théâtre, il bute environ 30 gardes du corps. Et ok, ces mecs bossent pour les méchants, mais la plupart, ils y sont probablement pour rien dans sa mort. Bref, avant qu'il tue Marianne, qui est plus ou moins la bras droit du grand méchant, elle lui révèle que bah, le grand méchant, Vincent, il est pas dans le théâtre. Donc Eric la tue, il monte sur scène en portant fièrement des têtes coupées, et puis il va chez Vincent pour le buter. Et là encore, ça va être chelou, parce que Vincent, il a l'air de savoir à peu près ce que c'est que la légende de The Crow. Mais bon, il va se faire exécuter de façon totalement banale, et du coup, bah, on se demande bien pourquoi c'est supposé être un être surnaturel. Ça servait strictement à rien de le faire passer pour un immortel. Bref, donc Eric a tué le grand méchant, il retourne au purgatoire, Shelly sort d'une flaque d'eau, ils se font un bisou, et puis Eric meurt, et Shelly se réveille juste après sa mort. Et là, on va avoir un nouveau problème, parce que cette dernière séquence, si j'ai bien compris, elle se déroule juste après les meurtres d'Eric et Shelly. Ok. Mais donc, est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on a vu avant ne s'est pas produit ? Est-ce que c'était un rêve ? Parce que on s'aperçoit alors que l'un des mecs du SAMU qui est en train de réanimer Shelly, eh ben en réalité, c'est Chronos. Et là, il lui balance une phrase mystérieuse, il lui dit en gros que Eric s'est beaucoup battu pour elle. Mais quoi ? Mais arrêtez, ça veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Aucune hypothèse possible n'a de sens. Si Eric est mort étouffé dans son sac plastique et que tout n'était qu'un rêve, eh ben je vois pas en quoi il s'est beaucoup battu pour Shelly. Et si tout ce qu'on vient de voir s'est bien produit, alors ça veut dire qu'on est sur un gros « ta gueule, c'est magique ». Ça voudrait dire qu'on est revenu dans le passé, qu'Eric est mort, que Shelly a ressuscité, mais du coup, les méchants qu'il a tués, ils sont pas morts. Ça veut dire que Vincent et tous ses hommes, ils peuvent maintenant se lancer aux trousses de Shelly. Ou alors, ça veut dire qu'au même moment où Eric et Shelly sont morts, tous les méchants ont disparu par magie. Mais quoi qu'il en soit, bah, ça n'a aucun putain de sens. Pour moi, c'est un peu comme si on m'avait fait un gros doigt d'honneur à la fin du film. Donc, pour résumer, c'est un film The Crow qui se torche avec la mythologie de The Crow. C'est un film The Crow où la figure iconique du corbeau, je parle de l'animal, elle est jamais exploitée. Et surtout, c'est un film The Crow qui a pris la décision d'utiliser Eric Draven pour faire un film qui cherche à tout prix à faire les choses autrement. Mais à ce moment-là, les gars, pourquoi ne pas avoir pris un autre personnage principal ? Il y en a plein d'autres des The Crow. Dans les bandes dessinées, il y en a beaucoup qui sont très intéressants, et pareil dans les bouquins. En tant que nouvelle adaptation de la BD originale, c'est totalement raté. Ça peut plaire à aucun fan du film original, et je crois pas que ça puisse convaincre un nouveau public, vu comment le scénario est bourré d'incohérences. Il y avait tellement d'histoires de The Crow à adapter, pourquoi il a fallu que vous fassiez à nouveau celle d'Eric Draven? Alors j'ai quand même ma théorie, je pense que comme le projet il traîne depuis 2008, il y a eu plein de versions différentes du scénario, et j'ai l'impression que là, ils ont pioché dans les différentes versions, ils ont gardé quelques idées, ils ont fait une mauvaise compilation de tous les scénarios qui ont été évoqués pendant 15 ans, et voilà, ça nous fait un The Crow 2024. Pour The Crow 2, 3 et 4, il y avait eu des efforts, il y avait une volonté de respecter le mythe, et c'était pas toujours réussi, mais ils ont essayé. Là, ils n'ont pas essayé, ils en avaient rien à cirer. Donc, ce The Crow 2024, je lui attribue la note d'un corbeau sur 5, et c'est vraiment juste pour ce pauvre Bill Skarsgård qui a au moins eu l'occasion là de prouver qu'il pouvait être bon en héros de film d'action. Pour moi, c'est vraiment le pire film de la franchise. Avant de le voir, j'aurais dit que c'était Wicked Prayer, mais même si Wicked Prayer est raté et a vachement moins de gueule visuellement que ce film, ça reste quand même une vraie histoire de The Crow. Le film de 2024, c'est pas The Crow. Ça ressemble plus à un sous John Wick ou même à un plagiat ou un remake non autorisé de The Crow. Les bases de ce qu'a fait la force de cette licence, elles sont pas là et on a vraiment l'impression que ça a été produit à la va-vite, peut-être pour pas perdre les droits ou un truc comme ça. Et ben voilà, c'est la fin de cette longue vidéo, et si vous êtes encore là, il est temps pour moi de vous remercier de l'avoir regardé jusqu'au bout, et de vous dire à très bientôt, ici ou ailleurs, pour de nouvelles découvertes. C'était vraiment très intéressant.